Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Sandra, votre prof de philo. Et aujourd'hui, je vous propose de regarder les auteurs à connaître dans le chapitre sur le vivant. Premier auteur particulièrement intéressant à utiliser dans une introduction sur le vivant, par exemple, et sur la sensibilité en particulier. Aristote. Pour Aristote, le vivant se définit de différentes façons selon ce qu'il appelle des âmes, différentes âmes. Il y a un premier degré de vivant qui est celui caractérisé par l'âme nutritive, le végétal finalement, c'est-à-dire un vivant qui n'est que dans une activité de nutrition. Il y a ensuite un deuxième degré de vivant qui à la fois a l'âme nutritive, mais aussi l'âme sensitive. L'âme sensitive dit bien les choses, c'est-à-dire la capacité à éprouver une sensibilité, donc c'est-à-dire des peines et des plaisirs. Et enfin, il y a un troisième degré de vivant qui allie à la fois l'âme nutritive, l'âme sensitive et l'âme intellective, c'est-à-dire la pensée et le savoir. Vous l'aurez reconnu, c'est ici la caractéristique de l'humain, tout simplement. Donc parmi les corps naturels, les uns ont la vie, nous dit Aristote, cependant que les autres ne l'ont pas. Et par vie, nous voulons dire la propriété d'être par soi-même, se nourrir, se croître et dépérir. Donc il y a un élément supplémentaire pour définir cette vie. Et cette vie qui est d'être par soi-même, se nourrir, croître et se dépérir, elle aura différents degrés qui iront de l'âme nutritive jusqu'à l'âme intellective. Pour Descartes, le vivant, c'est une question sérieuse. C'est-à-dire qu'il se demande quelle est la limite entre le vivant en général et l'humain lui-même. C'est-à-dire qu'il se sent quand même l'obligation de distinguer l'humain et sa vocation immortelle, puisque son âme est immortelle, et l'ensemble de la création qui, elle, ne pourrait pas avoir d'âme, sinon on serait obligé de donner une âme à une éponge, ou une éponge le végétal, ou encore à une huître. Ça, c'est hors de question pour Descartes. Alors, face à cette exigence de la raison qui est de dire que l'humain est à part par rapport à l'ensemble du vivant, il va définir les animaux, et c'est ce qui a souvent un peu choqué la postérité, comme des machines. Alors il dit bien comme des machines, évidemment, c'est une comparaison, c'est même une métaphore. Les animaux fonctionnent comme des machines parce que finalement ils sont dans une démarche automatique, ils ne sont pas à l'origine réellement de leur mouvement, ce n'est pas un choix comme chez l'humain par exemple, mais les mécanismes qui les animent vont faire qu'ils vont se mouvoir vers une chose plutôt qu'une autre. Alors, du coup, il a de ce fait-là sauvé l'immortalité de l'âme, qu'il aurait eu du mal à mettre dans un animal aussi trivial qu'une fourmi, par exemple, et en même temps, il montre que l'animal, certes, a une certaine vie intérieure, certes, a son principe à l'intérieur de lui-même, mais que ce principe-là fonctionne finalement un peu comme la mécanique d'un automate. Alors, pour Kant, la thèse de l'animal-machine est complètement fantaisiste. En effet, pour Kant, on ne peut pas sérieusement dire que l'animal fonctionne comme une machine. En fait, ce qu'il manque à Descartes, selon Kant, c'est d'avoir opéré une distinction entre deux types de forces. En effet, l'automate a une force qu'il appelle une force motrice. C'est-à-dire que son principe est extérieur à lui-même et qu'on va, en lui donnant cette force, le mettre en mouvement. Ce n'est pas le cas de l'animal. En fait, l'animal a une force formatrice. La force formatrice, c'est tout simplement l'idée selon laquelle il a son principe de mouvement à l'intérieur de lui-même, il fonctionne de manière organique, c'est-à-dire que chaque partie interagit avec une autre et permet de lui assurer son mouvement, son autorégulation, son auto-engendrement. Et ça le distingue particulièrement du mécanisme, puisque une montre, à contrario, aura besoin, si elle s'éteint, si elle s'arrête ou si elle fonctionne mal, elle aura besoin d'une intervention extérieure pour pouvoir se réguler. Et c'est ce qui fait qu'elle est soumise à une force motrice et pas une force, justement, formatrice. Darwin, c'est un des grands penseurs du vivant, puisqu'il a révolutionné la perspective que l'on pouvait avoir sur ce dernier, et notamment une perspective qui était solidement ancrée dans l'histoire du vivant, qui était celle créationniste, soutenue évidemment par la chrétienté, par la croyance. Alors, l'idée c'était que chaque espèce était créée de toute éternité et qu'il n'était pas question que ces espèces évoluent et changent
au fur et à mesure du changement de leur contexte. Alors, Darwin, lui, par rapport à un certain nombre d'éléments qu'il va repérer dans le réel, va se rendre compte qu'il y a bien des évolutions des espèces et il va essayer de comprendre comment elles évoluent ces espèces et pour quelles raisons elles évoluent. Alors il va se distinguer d'un autre auteur qui s'appelle Lamarck et qui lui a une conception de l'évolution qui est assez différente puisqu'il va penser que par exemple une girafe va évoluer et aura un cou de plus en plus grand parce qu'elle devra se nourrir sur un arbre de plus en plus grand. Et au fur et à mesure, son cou va s'allonger. En fait, ce qu'explique Darwin, c'est que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a dans le monde naturel plusieurs individus dans une même espèce, plusieurs girafes, et il va y avoir ce qu'il appelle une sélection naturelle qui va s'opérer. Alors comment la sélection va s'opérer? Ça veut dire que certains individus dans cette espèce vont pouvoir se reproduire, et vont se reproduire de manière efficace, et d'autres vont arrêter de se reproduire. Alors quels sont les girafes qui vont continuer à se reproduire? Tout simplement, ce sont les girafes qui ont les plus longs coups. Et ce n'est pas, elles ne vont pas avoir progressivement de plus en plus un long cou, c'est simplement qu'il y a déjà des individus qui sont dotés d'un cou plus grand et d'autres moins grands, et celles qui vont se reproduire et qui vont être les plus aptes face justement à cette sélection naturelle, eh bien ce sont celles qui posséderont le cou le plus grand. Et il y a donc une sorte de lutte pour la vie, et la lutte pour la vie, elle va dépendre du contexte dans lequel la vie va évoluer, et selon les changements de contexte, ce sont les individus les plus adaptés qui vont se reproduire. Voilà ce que c'est que l'évolution, et c'est pour ça que les espèces évoluent au fur et à mesure du temps. Bergson aussi est un penseur du vivant, de l'élan vital. Il y a pour lui une spontanéité irréductible dans le vivant, c'est ce qui le caractérise, et c'est ce que l'intelligence souvent ne comprend pas. Le vivant, il est du côté de l'instinct, c'est quelque chose qui jaillit, alors que l'intelligence, elle a tendance à figer, à ordonner, à déployer dans le temps. Du coup, l'intelligence n'arrive pas à comprendre que le vivant est fondamentalement spontané et elle essaie a posteriori, c'est-à-dire après, elle essaie de retrouver une certaine ligne, une certaine direction dans ce que le vivant a fait dans son évolution. Mais en fait, ça, c'est vraiment une position a posteriori. Et c'est pour ça qu'on a des positions comme le finalisme. C'est-à-dire que le vivant est parti un petit peu dans tous les sens, il est spontané, l'intelligence considère ce vivant, et après dit « Ah ben, maintenant que je le regarde rétrospectivement, je peux dire qu'il est allé dans ce sens-là. » Mais c'est une erreur de raisonnement, selon Bergson, parce que la spontanéité, c'est ce qui caractérise en propre l'élan vital et cette énergie qui se trouve à l'intérieur du vivant. Et cette énergie, justement, qui laisse une part de liberté dans son déploiement. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous invite aussi à vous abonner à notre chaîne et à bientôt sur DigiSchool.